Ma définition de la répartie, je suis parti d'une définition qui est celle du dictionnaire, qui est une réponse rapide et juste. Les gens qui ont beaucoup de réparties, c'est des gens qui utilisent des tiroirs, des techniques qui reviennent très souvent, et donc au final on se rend compte que ça n'est que de la technique. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, je suis très content de vous retrouver. Il va falloir que je me tienne à carreau aujourd'hui, j'ai intérêt à avoir de la répartie, puisque nous allons en parler ce matin avec mon invité qui s'appelle Corentin Evenot. Bonjour et bienvenue Corentin. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation, je vous rassure, je suis très bienveillant, donc vous pouvez vous exprimer librement. Très bien, vous êtes congruent alors. Exactement, et empathique. Voilà, vous êtes aligné avec ce que vous semblez être. Exactement, en tout cas j'essaye. Alors, on vous a longtemps appelé Coco, pourquoi ? Alors diminutif simple de Corentin. Ouais. D'ailleurs ça m'arrive encore parfois qu'on m'appelle comme ça pour les gens que j'ai connus il y a 10 ans. Et j'enseigne d'ailleurs parfois avec des personnes que je connais depuis 10 ans qui m'appellent Coco devant mes étudiants. Ce qui est pas très bon pour la crédibilité, mais que j'essaye d'accepter avec ironie. D'accord. On vous appelle Hop aussi, alors Hop c'est l'acronyme de votre pseudo sur les réseaux. Exactement, bon, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques années, dont j'essaie de ne pas avoir de regrets, qui veut dire haut les cœurs, oser parler, parce que j'avais cette notion-là de transmission, d'oser prendre la parole. Souvent on fait des choix jeunes qu'on regrette plus tard. Et après on fait du nettoyage. C'est vrai que c'est très compliqué de changer de nom après, et bon, j'ai accepté ce destin. Nous, vous savez, Beurre FM, on nous appelle encore Radio Beurre. C'est vrai. 40 ans après, donc je peux vous dire que c'est très compliqué de se débarrasser d'une identité. Je veux bien le croire. Vous êtes aujourd'hui enseignant rhétorique, formateur en prise de parole en public. Vous créez des contenus sur les réseaux sociaux, essentiellement sur TikTok. Alors sur TikTok, Instagram, ouais. Aussi un peu sur YouTube, mais de manière plus diffuse parce que c'est très long. C'est des formats de 45 minutes, 1 heure, et résiduellement sur LinkedIn parce que ça m'ennuie beaucoup, ouais. mais parfois. Et vous avez des contenus qui sont vus par des millions de personnes. A priori, en tout cas, c'est ce que disent les chiffres, sauf si ce sont des robots. Non, c'est pas a priori. C'est peut-être des robots, j'ai pas vérifié, mais oui, non, je vous l'accorde. Votre premier succès, c'était quoi ? Écoutez, c'était justement une vidéo sur la répartie, et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un sujet d'intérêt pour les gens, qui je pense est lié au caractère quotidien en fait de cet élément-là, parce que la prise de parole en public, ça peut paraître un peu déconnecté. Si je donne un conseil sur comment parler devant 1000 personnes, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent, tiens, je parle devant 1000 personnes la semaine prochaine, alors que comment je vais répondre à telle ou telle personne, comment je vais réagir dans l'interaction, ça c'est quotidien. Et vous dites que finalement, l'utilité de la répartie, c'est au quotidien qu'on l'utilise. Vous prenez cet exemple d'une jeune fille de 30 ans qui est à table avec son vieil oncle de 50 ans qui lui dit alors, toujours pas enceinte ? Exactement, un grand classique des repas de famille qu'on vit tous plus ou moins, qu'on vivra bientôt dans 6 mois à Noël, j'imagine. Ouais. Et effectivement, les discussions sont par essence quotidiennes, les interactions sont quotidiennes, et donc la répartie l'est aussi. Et donc dans ces cas-là, comment on s'en sort avec le vieil oncle, qui est pas si vieux d'ailleurs, qui est pas forcément si vieux, et d'ailleurs c'est pas forcément l'oncle, je prends cet exemple-là de manière un peu caricaturale. Voilà, ouais. Évidemment, on connaît. Ça peut être la tante, Ça peut être la tante ou la mère. Ça peut être la mère, même le frère ou le frère, la sœur, qu'importe, l'ami, que sais-je. Écoutez, il y a plein de possibilités. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, d'une part, c'est de se dire que la répartie, je la vois pas du tout comme la manière dont on l'entend souvent. Quand on pense répartie, on pense punchline, on pense Laurent Baffy, on pense sniper, et donc on pense attaque personnelle. Et en réalité, je trouve que ça, c'est intéressant si on est effectivement à la télévision, comme Laurent Baffy. Dans la vraie vie, il y a des vraies relations. Et donc, il y a un autre enjeu qui est différent, qui est le maintien de la relation. Et donc, je crois pas que la meilleure réponse, ce serait d'attaquer frontalement en disant... Mêle-toi de tes fesses. On pourrait dire ça, typiquement, ou même d'aller même dans ce qu'on appelle la rétorsion. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, mais je pourrais aller plus loin en vous disant « Et toi, toujours pas mort ?» Par exemple, non, mais c'est quelqu'un qui est âgé. Ouais, bon. On pourrait, si l'ambiance le permet, le second degré le permet. Sinon, je pense que l'intérêt, c'est de se demander qu'est-ce qui se cache derrière le propos. Pourquoi la personne est amenée à nous dire ça ? Est-ce qu'elle nous dit ça parce que elle s'intéresse simplement à notre vie ? Est-ce qu'elle est inquiète vis-à-vis de nous ? Est-ce que la personne elle-même ne va pas forcément bien ? Il y a 1000 raisons possibles, et souvent on suppose beaucoup, et on suppose que c'est parce que on veut nous attaquer personnellement. Accord Toltec. Accord Toltec, exactement. Jamais de supposition. Exactement, ni d'affaires personnelles. C'est 2 maximes que j'ai reprises de ce livre qui est critiquable à beaucoup d'égards, mais dont je trouve beaucoup d'intérêt dans ces 2 phrases-là. Jamais faire de suppositions et ne jamais prendre les choses personnellement. En tout cas de manière a priori. Parfois c'est personnel. Ceci dit, sur le toujours pas enceinte, que beaucoup d'entre nous avons vécu, ça veut dire alors que t'es pas capable de faire d'enfant, qu'est-ce qui va pas avec ton mari, ça dépend, t'es infertile. Je suis pas forcément d'accord, parce que déjà je pense qu'il y a une première chose qui serait juste un enjeu de société, c'est-à-dire que, admettons que j'ai grandi dans une société
qui m'a fourni une injonction qui est qu'il faut avoir un enfant quand on a 30 ans. Et ben, on est construit avec cette pensée-là, et donc on est amené à avoir cette pensée-là, que c'est une obligation sociale, et donc on va demander à l'interlocuteur qu'on aime, qui est dans notre famille, où il en est par rapport à ce schéma de la réussite. Donc déjà, il y a un enjeu de chemin qui nous a fait arriver là. Peut-être qu'il y a aussi une inquiétude. Je ne sais pas si c'est ma mère qui me demande « Alors, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas de copine, etc. » C'est peut-être une inquiétude que je finis seul, malheureux, parce qu'on considère que la solitude mène au malheur actuellement. Donc il y a 1000 raisons autres, je pense, que juste t'es pas capable. Vous êtes vraiment bienveillant, vous. J'ai foi en l'humanité, peut-être ça me coûtera cher. Vous avez foi en l'humanité. Hein. Mais c'est un choix de vie que j'ai fait. C'est un choix de vie. Quand vous regardez, alors il y a deux types de questions. C'est toujours pas marié et toujours pas d'enfant. Ouais. Ça, c'est les questions qui reviennent. Qui sont deux injonctions, de fait. Voilà, donc c'est des grands classiques, ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es toujours pas marié? Alors, mais déjà, c'est intéressant. Là, dans ce que vous dites, il y a déjà qu'est-ce que tu fous qui ajoute quelque chose de différent que à ton âge, parce qu'il faut. Ah non, mais c'est intéressant. Donc déjà, en ajoutant des mots en plus, on a des éléments d'interprétation en plus. Alors attention, ce que je dis simplement, c'est pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de la méchanceté là-dedans, il peut y en avoir. Je dis pas qu'il n'y a pas de l'attaque personnelle. Je dis juste qu'il n'y en a pas nécessairement, et que c'est important de se poser la question de est-ce que c'est personnel ou pas. Si c'est personnel, est-ce que j'ai envie de répondre de manière incisive, ou par de la fermeté, ou même par du silence, de l'ignorance, ou si ça n'est pas personnel, comment je peux réagir à cette question, peut-être en rassurant si c'est de l'inquiétude qu'on a découverte, mais j'invite simplement à se poser la question plutôt qu'à monter directement sur ses grands chevaux et le prendre comme une attaque personnelle, parce qu'en réalité, soit c'était personnel et si vous voulez, j'ai donné de l'importance à un propos futile en étant offensif, soit c'était pas personnel et j'ai répondu de manière offensive à quelque chose qui n'était pas personnel. Parce que ça pique. Donc je me suis trompé. Mais ça pique, et donc ça crée une réaction émotionnelle qu'il faut apprendre à gérer. Alors, vous publiez L'art d'avoir toujours réponse à tout, le guide pratique de la répartie aux éditions Erol. Donc là, c'est vraiment un guide pratique. Hein. Alors, vous expliquez les 5 étapes, en gros, il y a 5 trucs pour la répartie. Déjà, comment est-ce que vous définissez, vous, ce qu'est la répartie? Oui, alors ça a été le point de départ, forcément, de la chose. Donc ça rejoint un peu ce que je disais juste avant sur le côté, ça n'est pas la répartie spectacle. Ma définition de la répartie en bonne universitaire que j'ai été dans mes études, je suis parti d'une définition qui est celle du dictionnaire, en l'occurrence le Robert, qui est une réponse rapide et juste. Bon, la notion de rapidité, elle est assez évidente, encore que je différencierais rapide et instantané. C'est pas forcément une microseconde, on peut avoir 1 ou 2 secondes, on pourra y revenir. Et la notion de justesse, qui est intéressante et qui est tout l'enjeu de mon livre et de ma façon de présenter les choses. La justesse, c'est est-ce que j'ai atteint par mon propos l'effet que j'ai recherché? Est-ce que mon propos a touché finalement la cible? Et donc ça implique de se demander quel effet je veux provoquer. Est-ce que je veux provoquer de la colère, de l'indignation, du rire, etc., etc. Et donc c'est très corrélé à l'autre et à sa réaction. C'est pas juste moi, qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce que j'ai envie de démontrer. C'est pas j'ai envie de gagner et d'humilier l'autre, en fait. Alors ça peut l'être, hein, si on veut. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Maintenant, si on veut, pour des raisons médiatiques, par exemple, pour faire du buzz sur la télévision, ça peut avoir de l'intérêt. Mais en tout cas, pour moi, ça ne doit pas être l'enjeu principal, ou en tout cas pas l'enjeu nécessaire. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que la répartie, ça s'apprend. C'est pas inné. Donc, il y a des règles de base, on peut apprendre à avoir de la répartie. Ouais, c'est en tout cas ce que je défends. Même plus largement, je pense que tout ce qui est lié à la communication orale s'apprend. Et souvent, on a... je prends l'exemple dans mon livre de micro-trottoirs que je faisais. Donc des micro-trottoirs, c'est le fait d'aller dans la rue, trottoir, et d'interroger des gens sur des sujets. Et je voulais les interroger sur la répartie, peut-être en les attaquant, en leur proposant des phrases et leur demander de répondre. Et la première fois que j'y suis allé, 2 personnes sur 3 me disaient « je n'ai pas de répartie ». Et je trouvais qu'il y avait une forme de fatalité dans la phrase qui me faisait du mal, parce que j'avais envie de répondre non, tu n'as pas encore de répartie, c'est quelque chose qui se travaille. Et alors, je pourrais avoir une façon de présenter les choses qui serait simplement mon expérience personnelle, où j'ai longtemps pas eu de répartie, déjà parce que je n'osais pas parler, du fait que je m'exprimais mal, aussi d'une timidité, d'une réserve, d'une introversion, qui fait que j'ai appris aussi à trouver ma place, et du reste... Les gens qui ont beaucoup de répartie, je ne sais pas qui vous trouvez qui a beaucoup de répartie, c'est des gens, lorsqu'on les regarde régulièrement dans les médias ou même dans la vie de tous les jours, qui utilisent des tiroirs, des techniques qui reviennent très souvent. Et donc au final, on se rend compte que ça n'est que de la technique.
C'est beaucoup de techniques. La technique des tiroirs, c'est la 5e technique qu'on verra donc on va pas spoiler tout à l'heure. On peut faire du teasing avant la première page de publicité. Il faut que les gens restent avant de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Alors, vous avez fait un sondage pour demander aux gens qui trouvait-il avec de la répartie. Quels sont les noms qui reviennent le plus souvent? Ouais, alors les noms, bon, nécessairement, il y avait déjà eu des personnalités politiques parce que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de débats et donc, dans le jeu de répartie, il y avait notamment Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Et après, dans les personnalités publiques, on avait notamment des personnes comme Fabrice Lucchini, qui étaient réputées pour avoir de la répartie. Pour le coup, il a beaucoup de réparties. Il y a beaucoup de réparties, je vous l'accorde. Ouais. Et même là, je vous dirais que si vous regardez beaucoup d'interviews de Fabrice Lucchini, vous voyez quand même un style qui revient, un personnage aussi qui est incarné, qui fait que c'est aussi plus simple d'avoir de la répartie. Il y a aussi beaucoup de personnalités publiques qui sont en fait créé un style, un personnage, qui fait qu'eux, ils n'ont plus qu'à jouer la partition, finalement. Les comiques ont de la répartie ou ils ont des bons auteurs? Alors, ça dépend lesquels, je vous dirais. En réalité, les auteurs sont là pour la partie qui n'est pas interactive, la partie qui est celle où je déclame mon spectacle. Donc celle-ci, elle n'est pas de la répartie, puisqu'elle est seule, elle est monologique devant le public. Du reste, il y a beaucoup d'humoristes qu'on dit d'improvisation qui vont aller au contact du public, qui vont leur demander souvent leur prénom, leur travail, etc. et qui vont rire avec eux. Un exemple parlant là-dessus, c'est Kairon, Redouane Bougueraba aussi, qui sont réputés pour avoir d'interaction. C'est des monstres. Ils sont très très forts, ils sont très réactifs. Très réactifs. Donc voilà, il y a des humoristes qui ont de la répartie, d'autres qui n'en ont pas, j'imagine. Je ne les ai pas forcément tous vus en répartie. Mais je pense que naturellement, c'est des gens qui en ont parce qu'ils ont un cerveau qui est structuré pour faire de l'humour et que l'humour en répartie est très efficace. Parce que quand on parle de Baffy, alors c'est vrai que quand on parle de répartie, on pense tous à Baffy parce que c'est l'ancêtre des ce qu'on appelait les snipers. Tout à fait. Et lui, ça fusait. Il a inventé le genre peut-être même. Oui, il y en a encore aujourd'hui. Alors, ça revient un peu. On a notamment Paul de Saint-Sardin qui fait ça sur l'émission de Léa Salamé. Et oui, Laurent Baffy qui est très bon d'ailleurs. Qui est très très bon. Qui est très très bon. Il a ringardisé De Chavannes, je trouve. Ouais, et je trouve ça très drôle. Parce que De Chavannes était un peu là pour ça au début, et l'autre, il est quand même super bon. Il est très efficace. Et en plus, j'aime bien le côté, il est dans le public, donc finalement, on voit pas venir la chose. C'est-à-dire que Baffy, on le sent venir, il est là et comme il regarde avec ses yeux, et on se dit à quel moment ça va tomber. Paul de Saint-Sardin, il a un côté caché et qui crée de la surprise, qui est intéressant. Non, on le voit pas venir. Non, mais c'est vrai. C'est ça la surprise. Mais alors, avoir de la répartie, c'est pas faire de l'esprit en fait. Ça peut l'être, c'est ça. En tout cas, sur le plan médiatique. Sur le plan médiatique, ça l'est, clairement. Dans la vie de tous les jours, ça peut l'être aussi. Mais en tout cas, moi, je le réduirais pas à ça, parce que je la décris seulement comme le fait de réussir à produire une réponse qui est bonne. Et donc finalement, si demain vous passez un oral, je sais pas, je prends l'exemple du grand oral du bac qui était récemment, on vous pose des questions et que vous arrivez à répondre la réponse qu'attend l'enseignant, vous avez fait preuve de répartie sans forcément faire preuve d'esprit. Vous avez juste réussi à structurer vos idées et vos connaissances rapidement pour donner la réponse juste ici étant une réponse informative. Juste, c'est pas la bonne réponse. C'est juste qu'elle est juste. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. En l'occurrence, sur un oral, il pourrait y en avoir. Ce qui n'est pas le cas du grand oral d'ailleurs, parce que la grille du grand oral d'ailleurs explique que ce qu'ils attendent, c'est la capacité d'argumentation et de structure de la pensée. Maintenant, bon, si je suis à la question pour un champion, il y a en l'occurrence une réponse juste, au sens vrai. Vous êtes bon à question pour un champion? Je suis pas sûr. Je pense que je me débrouille, mais je pense pas avoir le niveau. J'ai déjà fait une émission de télé pour l'anecdote de culture générale et j'ai perdu lamentablement. Donc oui, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. C'est de la culture, c'est de la connaissance pure. Ouais, c'est vraiment un exercice de répétition, Corentin. On va voir si on est aussi bon en direct qu'à la répétition. Corentin Evenot est notre invité aujourd'hui. Vous êtes une bête de concours. Vous avez participé à plusieurs championnats. À vous raconter comment vous vous retrouvez à participer à votre premier championnat d'éloquence et vous êtes devenu aujourd'hui un champion de la matière en fait. Oui, alors il y a plein de types de concours d'éloquence différents. J'ai commencé il y a maintenant 8 ans. Mon premier concours c'était il y a 8 ans quand j'étais à l'université en fac de droit. Où à l'époque j'étais, alors je suis encore plus résiduellement quand je suis soit un peu alcoolisé, soit fatigué, mais je vous rassure, je suis aujourd'hui sobre, en pleine forme. Mais d'ailleurs on vous a fait souffler dans les ballons avant d'arriver. Ça a été vérifié minutieusement. Avec maître Cochard qui a vérifié, huissier de justesse, qui a vérifié les télés. Comme la répartie juste finalement. Donc voilà, j'étais atteint de bégaiement et j'étais très timide, j'étais catastrophique à l'oral. J'ai pas eu de très bonnes notes aux oraux quand j'étais au lycée. Et donc j'ai participé à ce premier concours pour essayer de combattre un peu cette difficulté. Et le premier concours s'est pas trop mal passé parce que j'écrivais un peu mieux que je parlais, on dira, et donc le fond compensait la forme.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis encore intéressé aussi beaucoup par le fond et pas uniquement par l'art de bien parler. Et je m'entraînais des heures et des heures. Oui, vous avez beaucoup bachoté quand même. Ouais, c'est ça qu'il faut expliquer. Hein. Ouais, en fait, vous apprenez presque par cœur votre texte. J'apprenais même totalement par cœur mon texte. Ouais. J'avais un ami avec qui m'aidait là-dessus. On a une semaine pour préparer son discours dans ce concours-là. En général, les gens écrivent en 4-5 jours et prennent 2 jours pour travailler l'oral. Bon, une journée, le texte était fini. Et après, j'ai passé 6 jours où je prenais une salle avec mon ami pendant 1 heure. Et je me souviens avoir parfois buté sur une phrase pendant 1h30 que je n'arrivais pas à dire avant d'avoir une idée formidable, c'est de me dire mais pourquoi je change pas la phrase ce qui était peut-être plus intelligent que de vouloir la répéter en boucle. Mais voilà, donc j'ai énormément travaillé, j'ai passé 30-35 heures dans la semaine sur ça, aux grandes dames de mes études à ce moment-là, que j'oubliais parfois. Et donc le concours s'est pas trop mal passé, j'ai passé 3 tours, j'ai fini demi-finaliste, ce qui m'a vraiment aussi libéré, m'a permis de me rendre compte que j'avais déjà progressé en quelques semaines, et donc finalement il y avait peut-être déjà des possibilités d'amélioration. Et ça m'a passionné, j'en ai fait de plus en plus, j'ai passé mes études à faire ça, j'en ai fait une 30aine pour vous dire, bon là on cite effectivement les quelques victoires, j'en ai aussi beaucoup raté. Hein, mais c'est comme ça qu'on devient un professionnel, un expert. Tout à fait, c'est en pratiquant, ça a été d'abord en regardant beaucoup de vidéos pour m'inspirer, ça a été ensuite en faisant beaucoup d'erreurs, en progressant, et en faisant de plus en plus. Et donc j'ai commencé par l'éloquence, qui était vraiment de la prise de parole en public devant un jury. Et après je suis passé, donc les championnats du monde c'est du débat, où là on est passé à de l'interaction, et donc aussi à de la répartie, où là c'est en fait des simulations de débats politiques. Je précise, des championnats du monde de débat francophones, donc c'est avec plein de pays francophones, avec le Togo, le Burkina Faso, les pays du Maghreb, la Suisse, le Canada, la Belgique, etc. Et donc c'est des simulations de débats politiques, où on fait du jeu de rôle. Il vous raconte un jour une humiliation. Un jour, vous vouliez poser une question et le gars, il vous a laissé planter debout pendant combien de minutes? Oui, alors c'était en finale de la 2e fois où j'y participe, où en fait l'orateur est obligé de prendre au moins une question de l'équipe adverse. Donc la question avait déjà été posée, donc après il n'y a plus d'obligation. Et je lève la main, je suis comme ça pendant 3 minutes, longues minutes. En plus, il faut que je prenne des notes en même temps pour réagir après, donc c'était un enfer. Et la personne n'a pas pris ma question. Et donc quand je suis ensuite moi passé, quand lui a levé la main, j'ai pu lui rétorquer, écoutez, voilà, vous n'avez pas pris ma question, je ne la prends pas non plus, mais je vous fais au moins l'honneur de vous laisser vous asseoir pour vous reposer, ce qui a eu un bon effet. Bam. C'est de la répartie sniper, hein, à ne pas reproduire en repas de famille. Le secret finalement, alors de la répartie, mais alors là en public, c'est la préparation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que voilà. C'est le secret de la prise de parole en public, c'est le secret de l'éloquence, c'est le secret de la rhétorique, et c'est le secret de la répartie. Très souvent, il y a un truc qui me marque beaucoup, c'est quand je demande aux gens, quand je démarre un cours en école et que j'ai une classe, je demande tout de suite aux gens qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à prendre la parole, quelles sont les situations dans lesquelles vous avez du mal à prendre la parole. Et ce qui revient le plus, c'est j'ai du mal à parler quand je maîtrise pas mon sujet, quand je le connais pas. Ce à quoi j'ai souvent envie de répondre, mais pourquoi diable aller prendre la parole si on ne maîtrise pas un sujet? Ce qui serait une question qu'on pourrait poser aujourd'hui dans les médias à beaucoup d'égards. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Et en fait, bon, je suis un peu mauvaise foi, parce qu'il y a des cas où on est obligé de parler alors même qu'on ne maîtrise pas forcément le sujet. Mais on est quand même dans une société où tout le monde doit avoir un avis sur tout. Oui, il y a un terme là-dessus qui est l'ultra-crépidarianisme, donc qui est le fait de s'exprimer sur un sujet dont on ne maîtrise pas du tout. One more time. L'ultra-crépidarianisme. Voilà, c'est le fait de se présenter en expert sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. C'est ce que je fais actuellement, pour tout vous dire. Je plaisante. Ce qui est incroyable, c'est que vous restituez votre livre. Donc, en tout cas, si vous êtes un escroc, vous avez bien appris votre leçon. Écoutez, j'ai une très bonne mémoire. Non, mais blague à part là-dessus, en tout cas, voilà, c'est la chose qui revient beaucoup. Et donc, le meilleur rempart pour éviter d'être mal à l'aise lorsqu'on prend la parole, le meilleur rempart aussi contre le stress, c'est la préparation. Et ça vaut aussi pour la répartie, c'est de se dire, ok, admettons que si je prends la répartie par exemple de questions qu'on nous poserait après un entretien, un examen, un pitch, un oral, que sais-je, la meilleure façon d'avoir de la répartie dans ces moments-là, c'est d'anticiper les choses en se disant, ok, quelles sont les choses qui vont revenir, quelles sont les objections qui vont se présenter. Ça marche par repas de famille. Bon, je sais très bien que là à Noël on va me dire, alors toujours pas marié, dans ce cas-là je peux déjà anticiper un peu les choses. Tu n'es pas un peu grossi? Écoutez, c'est très moche de me dire ça parce que c'est vrai, donc je l'assume. C'est pas comme ça qu'il faut accueillir la question. Non, bien sûr. Mais non, mais si, je trouve que vous avez un petit peu grossi par rapport aux premières vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Vous voulez que je fasse vous voulez une punchline? Ouais, je veux une punchline, allez-y. Non, mais effectivement, alors là-dessus. Non, mais ça, alors, c'est une attaque qu'on peut, voilà, c'est classique, hein, on peut se la prendre. T'as pas un peu grossi, toi, ces derniers temps? Ouais, là-dessus, moi, j'aime bien
plusieurs hypothèses là-dessus. La première que j'aime bien, c'est l'autodérision, que j'utilise à foison. Je dirais même l'autodérision avec l'exagération. Ouais, ce serait de se dire, à partir du moment où je me frappe moi-même, qui va continuer à me frapper? Et donc là, je vous répondrai, si, j'ai même pris 25 kilos, je ne rentre plus dans aucun vêtement. Tu le vois d'ailleurs aujourd'hui, je suis tout nu parce que je n'ai plus aucun vêtement à ma taille. Et en fait, ça c'est un peu la technique que je décris, qui est celle d'Eminem dans le film 8 Mile, où en fait, il fait un battle de rap et il commence par 3 minutes où il se tape lui-même dessus. Et à la fin, son adversaire dit, écoute, je n'ai plus rien à dire, je lâche le micro et je pars. Et donc c'est très efficace en fait de s'attaquer soi-même paradoxalement. Ouais. Ça montre aussi une forme de confiance. C'est-à-dire que en fait, ta critique ne m'atteint tellement pas que je l'épouse, je dirais. Ou à l'inverse. Et une sacrée confiance en soi quand même aussi. Hein. Ouais, il en faut, mais c'est quelque chose qui en fait permet aussi de rire de sujets qui sont difficiles et de mieux l'accepter. Après, on pourrait aussi aller sur au contraire l'ego trip et de prendre le schéma inverse en disant pas du tout, au contraire, j'ai perdu 10 kilos, tu le vois bien, je suis fin comme un haricot. On pourrait aller là-dessus. C'est pas les meilleures phrases. Hein. Non, mais voilà. L'idée, en tout cas. Mais c'est différentes techniques, voilà. Pour moi, ces deux-là sont vraiment extrêmement utilisables très facilement. Et on peut même d'ailleurs choisir. Moi, ce que j'ai choisi beaucoup plus, c'est l'autodérision. Parce que je trouve ça aussi drôle. Moi, c'est un humour qui me correspond. Mais l'ego trip fonctionne aussi. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment aussi chez Zlatan Ibrahimovic, qui fait ça à chaque interview. Et en fait, ça devient très facile pour lui d'avoir des réponses parce que il a ce personnage-là de l'arrogance qui joue. Après, il faut aussi savoir l'assumer et avoir un brin d'humour pour ne pas passer comme arrogant. C'est une arrogance feinte. Alors, il y a un outil à utiliser avec parcimonie et bon escient, dites-vous, c'est le second degré. Ouais. Alors, comment déjà savoir sur quel degré les gens sont-ils? Ouais, alors il y a une forme de... Bon, il y a une forme d'intuition, je pense aussi déjà, d'une part, donc ça qui serait une forme d'inné. Maintenant, si on va aller dans l'acquis, il y a des situations dans lesquelles le second degré, il est convenu. Au contraire, le premier degré est convenu. Prenons 2 exemples. Le premier degré, admettons que je discute avec la personne avec qui je partage ma vie, de l'avenir de nos enfants, de notre relation, etc. Le premier degré est a priori plutôt convenu. Et le second degré serait malvenu et peut même être perçu comme une fuite ou un échappatoire. Non mais je rigole. Voilà, je rigole, le classique. Je parle de mes parents là-dessus notamment. Mon père utilise beaucoup ça. Ça peut être un problème. Et moi le premier, j'utilise beaucoup le second degré et c'est parfois un problème. Donc j'essaye de. Donc c'est héréditaire. Non, mais vous dites que il peut y avoir une forme d'hérédité dans le second degré. Je sais pas si c'est héréditaire au sens génétique. Ça l'est peut-être plus au sens de l'exemple que j'ai pu voir et de l'éducation que j'ai reçue. Je dirais de ce point de vue-là. Donc c'est une hérédité finalement. De la vie de tous les jours. Maintenant, il y a aussi des situations dans lesquelles le second degré est convenu. Entre amis, parfois, là, on est en train de rigoler. Bon, on sait bien que le second degré est convenu. Je prends aussi l'exemple d'un concours que j'ai fait. Enfin, c'est pas vraiment un concours, c'est plus un spectacle où on vient prendre la parole sur scène devant 12 avocats. Et ensuite, les 12 avocats nous démontent la gueule pendant 1h30. Donc, ils nous clashent pendant 1 heure, ce qui est un exercice génial de confiance en soi, d'acceptation. Mais là-dessus, en fait, que le discours soit bon ou pas, ces 12 personnes vont nous attaquer. Donc ça n'est pas personnel, faut pas le prendre personnellement. On le sait donc déjà. Voilà, et on sait que c'est du second degré. Ensuite, du reste, il y a parfois aussi dans l'écart entre le contexte et la phrase qui a été dite. C'est très simple, si je vous dis aujourd'hui quel temps magnifique aujourd'hui, bon bah vous avez juste à regarder dehors le contexte. Si là aujourd'hui ce serait du second degré, s'il fait pas très beau. Si vous avez un temps magnifique, c'est du premier degré globalement. Maintenant, je vais aussi donner un conseil qui est très simple sur le côté de ne pas faire de suppositions sur le degré. Ça peut être de poser la question aussi ou de voir comment les autres réagissent. Je prends aussi l'exemple des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est parfois pas facile parce que là on n'a aucun élément non verbal sur la voix. On connaît pas la personne et donc on peut aussi essayer de sonder la personne sur le fait que c'est du premier ou second degré. Maintenant c'est de l'entraînement, on va pas se mentir là-dessus aussi. C'est une habitude à prendre. Alors, moi je sais que j'ai une très grande facilité à dire les pires horreurs du monde, mais vraiment d'une façon très naturelle. Et ça se voit pas en fait que je suis en train de rigoler, que c'est du second degré. Et en fait, je me rends compte que c'est super risqué parce que j'ai plein de gens autour de moi qui le prennent au sérieux. Et après, si je dis c'est du second degré, ils me croient pas. Ils me disent non, mais tu étais trop sérieux là. Et donc, je me dis que finalement, le second degré, c'est pas utilisé avec tout le monde. En fait, ce qui est compliqué, c'est que parfois, le second degré peut être perçu pour beaucoup comme du passif-agressif. C'est-à-dire qu'on peut le percevoir comme tu dis que c'est pour rire, mais en réalité, tu le crois vraiment. Et là, ça devient effectivement un problème. Ouais, je pense qu'en tout cas, il faut y faire attention. Faut y faire attention. Et il faut essayer, en tout cas, si on veut faire du second degré, que ce soit perçu directement. Ouais.
Hier, j'ai dit à une dame, non, je vous assure, on a un logiciel qui est très très bien adapté, qui nous permet de voir si c'est vraiment vous qui nous appelez ou pas. Ouais, mais oui, c'est vrai, c'est là qu'on revient. Et je rigolais, enfin, je me disais, elle me dit, de toute façon, je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, c'est pas très simple. J'ai demandé à ma voisine qu'elle appelle, et puis je me suis dit, ah non, c'est pas vrai. Elle m'a cru. Et c'est ça qui est compliqué. On peut pas tout dire avec le même. Non, c'est compliqué. Je pense que ça dépend aussi de l'historique avec la personne et de ce que la personne sait de nous, de ce que la personne connaît de nous. C'est comme les gags téléphoniques. Hein. Oui, mais je me disais la même chose sur, je prends l'exemple de Monsieur Martin, j'ai plus le nom, qui fait ça sur Rire et Chanson le matin, où il y a des fois des gens qui rendent très vite que c'est de la vanne, et au contraire, comme il le fait avec un premier degré très fort, on se dit, il y a des gens qui partent au quart de tour. Ouais, ça va très très vite. Et le problème, c'est que si on parle à des degrés différents, ça crée un obstacle de communication qui est vachement important. Voilà, Corentin Evenot est avec nous pour parler de son premier livre, qui s'appelle L'art d'avoir toujours réponse à tout, le guide pratique de la répartie chez Erol. Vous expliquez que la répartie, cela s'apprend. Vous nous l'expliquez dans votre livre. Alors, en gros, il y a 5 choses à savoir. Oui, alors 5 choses qui sont après développées. Après, qui sont déclinées. Hein, bien sûr. Ouais. Les fondamentaux, on va dire, les bases. Première chose que j'évoque, c'est réussir c'est revoir sa perception. Ça, c'est un peu ce qu'on a déjà évoqué pour l'instant. Donc c'est prendre de la distance par rapport aux propos de l'autre. Tout à fait, parce que la première cause de non-répartie, entre guillemets, qui fait qu'on n'a pas de répartie ou qu'on a le sentiment de ne pas en avoir, c'est en fait le fait qu'on réagit tellement fort émotionnellement qu'on se retrouve paralysé et donc on a du mal à aller dans une réponse qui serait juste ou qui nous conviendrait. Et c'est une fois, c'est ce que j'évoque, qu'on appelle l'esprit de l'escalier, c'est une fois qu'on est arrivé chez soi, dans son lit, on refait le match en fait. On refait le match et on se dit « Ah, attends, j'aurais pu dire ça, et puis j'aurais pu dire ça, puis j'aurais pu dire ça ». Ce qui m'arrive encore, hein, simplement... Mais ça, il faut les mettre dans les tiroirs parce que ça sert toujours. Hein. Exactement. Attention. Exactement. On ouvre le fichier notes et on se dit « Ah, ok, prochaine fois que ça arrive, je réponds ça ». Mais c'est ça aussi, l'art d'anticiper, c'est garder les bonnes Totalement, réponses. ouais. Et puis finalement, c'est aussi une bonne démarche que de refaire le match, parce que c'est finalement se dire, ok, finalement j'aurais pu faire ça, la prochaine fois je ferais ça différemment, etc. Donc c'est une forme d'auto retour d'expérience qui est intéressant. Mais voilà, il y a en tout cas cette logique de prise de recul, de détachement par rapport aux propos, de ne pas tout voir personnellement, mais ce qu'on a déjà évoqué. Ensuite, il y a la notion éventuelle, celle-là c'est une étape un peu plus optionnelle, mais ce serait l'étape de gagner un peu de temps si besoin. Alors c'est paradoxal. Globalement. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Parce qu'on a toujours l'impression que la répartie, c'est quelque chose qui doit fuser. Ouais. En fait, c'est immédiat. Il y a une question d'immédiateté en fait. Ouais. En réalité, c'est une question de rapidité. C'est-à-dire que déjà, on pourrait différencier dans un premier temps la répartie écrite de la répartie orale. Il peut y avoir de la répartie écrite. Je prends l'exemple des avis. Vous avez prends même une radio, hein, vous allez avoir des avis d'auditeurs. Vous pourriez là lire un avis d'auditeur et finalement y répondre dans 10 minutes. Donc déjà, même sur l'oral, on peut avoir une temporalité qui est différente. Mais voilà, je suis restaurateur, il y a un avis, je peux avoir 2 jours pour répondre, ça reste correct en termes de délai de réponse. Pareil pour les commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, dans l'interaction pure, il y a rapide et instantané. On peut être rapide si on prend 2 ou 3 secondes de respiration, de réflexion, qui paraissent courtes, si je vous dis 2-3 secondes, mais qui, quand elles sont vécues, sont un temps qui est extrêmement précieux et qui est extrêmement long. Et souvent, on a beaucoup de mal à le faire. La chose que j'ai le plus de mal à travailler avec les gens que j'accompagne, c'est le silence. Parce qu'il y a une vraie distorsion du temps. Quand on s'arrête de parler, ne serait-ce que 2 secondes, je peux le faire là, ça me paraît interminable. Alors en radio, non. En radio, on le fait pas. Non, c'est pourquoi ? Parce que sinon, ça coupe l'antenne. Historiquement, je crois que c'était... C'est pas loin de ça. C'est que si vous arrêtez de parler, on va dire, je sais pas, 10 secondes, non ? Ouais. 7 secondes. Ok. Vous avez ce qu'on appelle le secours qui se déclenche. Intéressant. Mais de toute façon. Nous, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est d'enchaîner. Ouais. Voilà, donc. Mais de toute façon, à la rigueur, 7 secondes, même dans une vraie interaction, c'est beaucoup trop long. C'est long. 7 secondes, c'est interminable, même. On n'en peut plus. On s'est fait couper la parole. Enfin, le momentum est passé. C'est terminé, 7 secondes. Donc, 2 secondes, même en radio, on pourrait le faire. On le fait moins, et aussi pour les auditeurs, je pense que c'est peut-être plus agréable. Mais donc on peut se permettre 2 ou 3 secondes, encore une fois, dépendamment du temps. Je prends l'exemple même de Paul de Saint-Sarnin. Vous voyez, on parlait de Sniper tout à l'heure. Je pense qu'il prend déjà, je pense qu'il prépare beaucoup. Il anticipe en fonction du personnage qui est invité. Donc ça, on le voit pas. On le voit venir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas la préparation. Exactement. Et on a l'impression que c'est instantané, alors qu'en fait, si on prend pas mal de ces phrases qui ont l'air d'être instantanées ou d'être directes,
en réalité, il y a beaucoup de phrases que, quel que soit ce que l'invité aurait dit, au regard de l'invité, il aurait pu les faire. Vous le sentez, ça ? Parfois, ouais, ça m'arrive, j'ai pas d'exemple. Non, mais c'est pour savoir si vous arrivez à décoder. Oui, je pense qu'il y a des fois. En fait, c'est très simple. On se dit, ok, dans quelle mesure c'est vraiment lié à ce qui vient d'être dit à la seconde qui a précédé l'intervention ? Est-ce que c'est lié à une phrase qui a été dite il y a 15 secondes ou est-ce que c'est lié à la personnalité en elle-même, auquel cas, là, ça a même pu être préparé ou anticipé. Et donc, il y a une préparation, en fait, très courte dans son esprit qui est faite à ce moment-là, qu'on peut avoir. Donc, même là, il y a une forme de préparation. Et donc, on peut se permettre d'avoir quelques secondes. Comment on peut gagner du temps, alors, avant de répondre ? Parce que tout à l'heure, vous l'avez fait en début d'émission, je ne vous ai pas interrompu parce que je voulais être bon avec votre départ. Mais vous me l'avez fait à l'envers quand je vous ai posé la question. Non, c'était intéressant. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Quand je vous ai posé la question du repas et de la fille voilà, de 30 ans avec le vieillon qui allait dire toujours pas enceinte. Et vous m'avez pas répondu tout de suite. Vous avez pris un chemin. J'ai mis, mais il va m'emmener où comme ça ? J'ai dit, non, mais c'est pas ça qu'on veut dire. J'essaie d'être un cordonnier bien chaussé. Et je me suis dit, là, il gagne du temps. Ouais. Et ça, c'était intéressant. Mais vous dites qu'il faut gagner du temps. Ouais. On ne peut pas avoir réponse à tout de suite. Bien sûr. Alors déjà, vous mettez en lumière une chose, c'est que je me suis tiré une balle dans le pied en écrivant un livre. C'est que du coup, je diffuse toutes mes techniques et donc plus rien ne fonctionne. Donc attention, ne l'achetez pas trop non plus parce que sinon, je ne pourrais plus gagner du temps. Et là, je gagne encore du temps. Vous l'avez remarqué. Non, et comme le cerveau ne comprend pas la négation, si vous dites ne l'achetez pas, les gens vont l'acheter. Exactement. Voilà, je ne peux plus manipuler personne dans ce pays. C'est quand même un vrai problème. Et mais non, blague à part. C'est comment on gagne du temps avant de réponse. Parce qu'on n'a pas forcément la bonne la réponse juste au bon moment. Ouais. Alors ça dépend des contextes. Je dirais qu'il y a un premier contexte qui serait vraiment le contexte un peu oral. Je prends beaucoup cet exemple-là. Le contexte, je passe un examen, je présente quelque chose de travail, etc. Là, c'est assez facile entre guillemets de gagner du temps. On me pose une question, il y a plein de possibilités. Je peux déjà demander de répéter la question. Ou d'approfondir la question. Je vous l'ai fait tout à l'heure sur le vous avez grossi, j'ai pu vous dire, je crois. Et je suis revenu et vous êtes revenu. Et je suis venu 3 fois. Exactement, et donc ça m'a permis de trouver une réponse. 3 fois, j'ai dit alors quand même, il va pas. Ah bah je vous la fais à la politique. Hein. Non mais c'est bien. Donc on peut approfondir. On peut demander d'approfondir, ça avec parcimonie quand même, parce que ça peut aussi faire montre d'incompréhension de la question, etc. Ou ça peut être risqué. Ça peut montrer qu'on a mal compris aussi les choses. Donc, selon l'image qu'on veut renvoyer, ça peut être à utiliser avec parcimonie. On peut reformuler la question ou la réponse. Je prends un exemple vraiment bateau, mais admettons que moi, je passe en ok, on prend une question que vous m'avez dit tout à l'heure, là à l'instant. Comment on peut gagner du temps ? Je peux vous répondre. Pour gagner du temps, il y a plusieurs possibilités de réponse ou de techniques. La première technique, ce serait... J'ai déjà gagné 4 secondes pour réfléchir à la première technique que j'allais vous dire. Le problème, c'est qu'après, il faut du fond. Mais j'ai déjà gagné un peu de temps. Ouais, vous avez gagné du temps. Là-dessus. C'est pas toujours facile de reformuler. C'est pas toujours ça. La reformulation est un art, quand même. C'est une gymnastique, je dirais. C'est une gymnastique, mais une fois qu'on est habitué. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on apprend dès l'école primaire, collège. De mémoire, alors je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, j'ai un peu vieilli, mais au collège, je me souviens que les contrôles de géographie, si la question c'était quelle est la capitale de la France, les enseignants nous demandaient d'écrire vraiment la capitale de la France est 3 petits points. Et donc on devait finalement réécrire. Et donc c'est ce qu'on fait à l'oral. Hein. Et tout ça d'ailleurs, c'est des techniques que j'ai reprises des méthodes de l'entretien psychologique. C'est des méthodes qu'utilisent les psys pour interagir ou poser des bonnes questions. Donc il y a la reformulation, il y a la demande d'approfondissement, etc. qui sont aussi des moyens de montrer à l'autre qu'on l'écoute et qu'on est avec lui. Et il y a une autre méthode qui est très efficace, c'est très simplement le silence. C'est 2 ou 3 secondes où je me tais et je réponds ensuite, qui est aussi un moyen de montrer qu'on maîtrise le cadre, qu'on n'est pas dans, je dirais, l'attaque directe sur laquelle on monte. Donc ça peut aussi être un bon moyen de gagner du temps. Alors il y a une autre technique, c'est la maïotique socratique, à utiliser elle aussi avec parcimonie et bon escient. Oui, alors ça qui est pas tellement dans le gain de temps, qui est plus dans l'approfondissement. Oui, mais on pourrait effectivement faire par une succession de questions. L'idée ce serait de poser plusieurs questions d'affilée sans qu'on en perçoive l'objectif final pour essayer d'obtenir l'accord de l'autre sur ce qu'on a voulu lui faire dire. Ce qui est une forme de manipulation, mais qui peut aussi être obligé. En fait, le questionnement socratique en lui-même n'est pas manipulatoire. C'est une méthode qui est utilisée en pédagogie, qui est utilisée en philosophie, qui est aussi à l'époque utilisée en enseignement pour réussir à faire accoucher l'autre de la connaissance. Et ça peut être une méthode intéressante. Et elle peut être manipulatoire lorsque le but c'est de faire admettre à l'autre quelque chose qu'il ne voulait pas admettre au départ. Alors, vous ne pensez pas que le langage non verbal est à utiliser ? Alors, vous savez il y a un truc qu'on a utilisé pendant des années, c'est la roue de la communication.
Et elle est encore diffusée dans certaines écoles, je ne vais pas dire de communication. C'est quasiment les premiers cours, la roue de la communication. Pourquoi est-ce que vous pensez que le non-verbal n'est pas un indicateur ? Oui, en fait, c'est intéressant. Je pense que éventuellement, c'est un potentiel indicateur. Ce n'est pas un indicateur qui est fiable. Je vais développer là-dessus très simplement. L'idée, c'est que on a beaucoup entendu ce truc-là de si je croise les bras, c'est que je suis fermé. Si elle se touche les cheveux, c'est que je lui plais, etc. Si elle regarde en haut à gauche, c'est que il ment, etc. Ça a été popularisé par plein de gourous, on l'a beaucoup entendu, etc. Le problème, c'est que il n'y a pas de geste qui veut dire universellement, qui implique universellement une émotion ou un sentiment. On peut éventuellement l'utiliser si on a, mais c'est la méthode scientifique, si on a un historique sur la personne. C'est-à-dire que si je connais ma mère depuis 20 ans, si je connais ma mère depuis très longtemps, ce qui est a priori le cas, et que je sais que quand elle fait tel comportement, c'est qu'elle ressent telle chose parce que j'ai pu lui demander à ce moment-là, là je peux en déduire des choses. Mais du reste, on n'a pas tellement de vérité là-dessus. Et on a tellement entendu que croiser les bras, ça voulait dire que je suis fermé, que maintenant, quand on croise les bras, on paraît fermé. Je vais vous dire, moi, très simplement, quand je croise les bras, c'est juste que je suis confortable. Je me sens bien dans cette position. Ça ne veut pas dire ça. Et il y a aussi des marqueurs culturels. Le France, le doigt d'honneur, c'est quelque chose, a priori, qu'on pourrait avoir comme un bon indice de non-verbal. Encore que, il pourrait être utilisé entre amis de manière humoristique. Et il y a d'autres pays dans lesquels c'est pas le cas. Donc je suis très mitigé là-dessus. Je pense pas qu'on puisse déterminer de vérité. On peut pas en tirer de conclusion définitive. Exactement. Maintenant, on peut, si on a un passif avec la personne, mais c'est la méthode scientifique. En fait, on va commencer par échantillonner. Et si on a des éléments suffisants, on peut en faire quelque chose. Alors avec la théorie des neurones miroirs, on nous a dit que si un commençait à croiser les bras, l'autre se mettait à croiser les doigts. Enfin, c'est voilà. Ouais, il y a aussi effectivement ces éléments de mimétisme. Et en tout cas, moi, je suis pas non plus en bataille contre ces sujets-là, mais j'invite à prendre de la précaution là-dessus parce que ça peut aussi mener à des choses, ça peut aussi amener à des mauvaises interprétations qui peuvent coûter cher. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois, quand je suis très concentré sur quelque chose, je vais froncer les sourcils, etc. On peut le vivre comme, je dirais, de la réticence envers la personne, alors qu'en fait, c'est juste que je suis très intéressé. Et donc, on peut vite se braquer contre quelqu'un qui aurait un mauvais comportement non-verbal, alors que cette personne-là n'avait pas du tout ce qu'on croyait qu'elle était. Alors on n'aura pas le temps d'aller au bout, mais la suite est dans votre livre. Comment vous faites pour justement avoir de la répartie sur les réseaux sociaux ? C'est une vraie problématique aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors, il y a une première chose, c'est que je ne réponds pas à tout. J'utilise beaucoup le silence comme répartie sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ça ait d'intérêt d'aller répondre à tous les commentaires, ne serait-ce que pour des raisons, on est dans la voie de santé. Je pense que pour des raisons de santé mentale, si on commence à répondre à tout le monde, ça devient un problème. Maintenant, moi, la première question que je me pose, c'est, donc on revient à la logique de supposition, qu'est-ce qui se cache derrière le commentaire ? Là-dessus, moi, il y a deux exemples qui m'ont particulièrement marqué. Je ne sais pas si on a le temps de faire les deux, mais allez-y. Je peux commencer par un premier déjà. C'est bien. Va pour le premier, c'est déjà pas mal. Je me souviens, j'avais fait une vidéo sur YouTube qui était une vidéo d'1 minute, qui était une publicité, un teaser plutôt, pour une vidéo de 40 minutes beaucoup plus longue. Et donc je fais cette vidéo et je regarde un commentaire qui était le suivant qui m'a marqué. Bon, je l'ai mis dans mon livre, mais vraiment il m'a tellement marqué que je l'ai même par cœur. C'était en substance... je n'ai absolument rien compris à votre vidéo. Monsieur, si vous voulez faire du journalisme, faites des études au lieu de produire une bouse comme celle-ci. Là, je suis chez moi, je vois ce commentaire-là, le cœur commence à se mettre à battre, la réaction émotionnelle survient, et c'est là qu'il faut faire attention justement. Alors c'était une attaque ad quoi ? C'est une attaque, c'est une attaque ad personam, c'est vraiment personnel, plutôt ad hominem même, parce que là on attaque sur la cohérence de la vidéo, mais... Ce qui est intéressant, c'est de choisir le bon élément en fait dans l'invective. Ici, il y a deux parties. Première partie, je n'ai absolument rien compris à votre vidéo. Deuxième partie, faites des études au lieu de produire des boosts comme celle-ci. Et donc là, j'ai deux routes qui s'offrent à moi. Répondre à la deuxième partie en montant sur mes grands chevaux en disant écoutez monsieur, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un master 2 en droit, je suis très compétent, etc. Et ça n'a aucun intérêt. Et c'est le piège. Perdre du temps et c'est le piège. Et là, je me justifie. Exactement. Voilà, on est là-dessus, on y revient. Alors qu'en réalité, le fond du problème, il est dans la première partie. Il est dans le je n'ai rien compris. Et c'est ça le nœud du problème. Et c'est à ça qu'il faut que je réponde. Et donc ma réponse ne sera juste que si je réponds au problème de l'incompréhension. Et donc j'ai simplement expliqué à la personne. Je lui ai dit écoutez, c'était peut-être pas clair. Déjà, j'accepte que ça peut être ma faute. J'ai ensuite expliqué que c'était un teaser. Et c'est tout. Et j'ai mis un petit smiley pour sourire en montrant que je suis aussi. J'essaie d'être sympathique. Et la personne m'a répondu. Écoutez, autant pour moi, je suis désolé, j'avais pas compris. C'est beaucoup plus clair. Je vais regarder la vidéo.
Et donc, parce qu'on a répondu en fait au fond du problème, pas à la surface. Et souvent, les gens qui attaquent sont très surpris quand on leur répond. Oui, et c'est effectivement, ils n'ont pas. Ils sont surpris d'avoir une réponse. Mais ça, exactement. Exactement. Et d'un coup, ça devient concret pour eux. C'est plus juste un commentaire noyé dans une masse. Et donc, c'est difficile de réagir. Et je crois que le plus parlant, c'était justement le deuxième qui est même beaucoup plus rapide. C'est quelqu'un qui m'a insulté vraiment directement. C'est vraiment, j'ai plus le commentaire exact, mais c'est t'es un gros con. Ce que tu dis, c'est vraiment n'importe quoi, etc. Et là, j'ai essayé de répondre vraiment de manière assez bienveillante en disant il y a des manières de dire les choses. Je comprends qu'il puisse y avoir un problème, mais il y a des manières de dire les choses. Parce que, attention, comprendre, c'est pas forcément accepter. Il faut aussi savoir être ferme et savoir défendre aussi son terrain. C'est pas juste s'écraser devant n'importe quel propos. Et la personne me dit cette phrase qui vraiment m'a frappé, qui m'a vraiment fait changer aussi les choses et qui m'a fait écrire un chapitre là-dessus. C'était je suis désolé, il n'y avait rien de personnel, j'allais juste pas bien et j'avais besoin d'extérioriser. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Simplement, beaucoup ne l'acceptent pas, ne le disent pas. Et là, le fait que la personne le dise, ça m'a fait prendre conscience de ça. Corentin Evenot, montrez votre livre, L'art d'avoir toujours réponse à tout, guide pratique de la répartie chez Erol. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Corentin. Tout à fait, sur Hop Éloquence. Sur Hop Éloquence. Hop, H-O-P. Exactement. Bien. Bah écoutez, parfait. Merci beaucoup, voilà. C'était un plaisir. 45 minutes, très éloquente. J'espère, écoutez, c'est un peu le risque quand on fait ce métier. On est vite jugé. Voilà, exactement, vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur Beurre FM.